Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Antoine François Marsal. Tu es manager d'une équipe Product Design et Research sur l'outil EcoStructure Platform de Schneider Electric. Nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Antoine, bonjour. Bonjour Paul, ravi d'être là et merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Schneider Electric, c'est une entreprise qu'on commence à découvrir pas mal sur le podcast Head of Design. Et là, on va faire un focus aujourd'hui sur l'outil sur lequel tu travailles et puis sur l'arrivée de la data chez Schneider Electric et comment le design va pouvoir aider une entreprise qui est, je dirais, historiquement basée sur du design plutôt physique à aller vers du design digital. Donc, on va discuter un peu de tout ça, de ta carrière aussi, de ce que tu as pu voir et rencontrer dans le monde du management, qui est un sujet qui est assez, qui est nouveau pour toi. Et voilà, on va discuter un peu de tout ça. Ça te va ? Très bien, allons-y. Allez, super. Première question que j'aime poser à mes invités. À quel moment toi tu découvres le design et que tu te dis tiens ça y est c'est le sujet qui me plaît dans lequel j'ai envie de m'engager dans la durée. Alors pour moi j'ai un parcours en fait plutôt typique mais atypique pour le design on va dire. Ouais, donc j'ai pas eu une réalisation soudaine en disant le design c'est ça que je veux faire absolument. Donc je dirais que ça a été plutôt progressif en fait via une exposition aux outils de création de toutes sortes numériques quoi. En passant par la musique, voilà, j'ai enregistré beaucoup de musique étant adolescent, il fallait faire ses propres pochettes d'albums, j'ai commencé à toucher à Photoshop, Illustrator. Donc j'ai commencé à être exposé à ces outils de création. En parallèle, mon frère a fait une école de design réputé qui s'appelle Strat. Ouais, tout à fait. Qui était très axé design industriel, qui est peut-être maintenant vraiment beaucoup plus généraliste, quoi. Je sais qu'à une époque, ils envoyaient beaucoup de designers chez Renault. Ouais, tout à fait. Maintenant, ça a un peu plus évolué avec le design digital de plus en plus. Mais on a eu quelques anciens Stratos chez nous. Donc je les aime bien et ça m'a fait comprendre en fait ce que c'était le design, que c'était une discipline en tant que telle. Très souvent, comme mon frère d'ailleurs, on a des profils qui sont des profils presque plus artistiques, qui sont redirigés vers une filière design pour se rapprocher un peu plus du business, sont intéressés par avoir une carrière plus longue. Et donc, pour moi, ça s'est fait progressivement, et on y reviendra peut-être, jusqu'à ce que je fasse des projets d'école où à chaque fois que j'en avais l'opportunité, voilà, je travaille sur l'aspect produit. S'il y a une interface à créer, je mets les mains dans le cambouis et j'essaie de la visualiser, de la créer sur des projets d'école de commerce. Parce que justement, excuse-moi, je te coupe, mais dans ton profil, toi, tu as fait l'ISEG et ensuite ESCP, donc vraiment les grandes écoles de commerce françaises. Est-ce que c'est des notions, le design, qui commencent à être intégrées au cursus de ces écoles de commerce ou pas du tout? Et je me dis qu'il y aura peut-être des changements à faire, mais voilà. Oui et non, je dirais. Je pense que là, si j'y retournais aujourd'hui, ça aurait un petit peu changé. Oui. Parce que c'est partie tellement importante du produit que je suis persuadé qu'ils ont au moins une exposition au principe de l'UX. Donc à l'IESEC,
pas vraiment, ou alors ça se fait via le marketing en fait. Parce qu'on parle de marketing centré client, compréhension du client, l'utilisateur, et en fait ça t'amène vers ces notions du X progressivement. En tout cas, à l'époque où moi j'étais à l'école, c'était quand même limité, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, raconte-moi ensuite le début de ta carrière et puis pour arriver jusqu'à Schneider, qui est quand même le gros de ta vie professionnelle pour l'instant. Oui, absolument. J'ai fait quasiment toute ma carrière chez Schneider. Ça va faire bientôt 7 ans déjà. En fait, ce qui m'a amené chez Schneider, c'est justement en travaillant sur des projets d'école. Donc, je me rends compte que j'ai un intérêt de plus en plus clair dans mon esprit pour tout ce qui est produit. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était pas non plus très clairement axé design. Même s'il y a des overlaps entre le produit et le design qui sont de plus en plus présents, je dirais. En tout cas, une chose était claire, c'est que à l'issue de mon parcours à l'ESCP, je voulais avoir une expérience à l'étranger et rejoindre une équipe produit ou une équipe d'innovation. Donc j'ai cherché en fait un VIE à l'étranger et je suis tombé sur cette équipe d'innovation à Schneider Electric dans une BU, dans une business unit qui s'appelle Schneider Digital, où justement ils avaient mis en place une équipe d'innovation dont le rôle était de lancer des nouvelles offres digitales et accompagner la transformation digitale de la boîte. Quand je suis arrivé, on faisait déjà beaucoup de recherches en fait finalement, parce que le rôle de l'équipe, sa fonction principale, c'était d'être centré utilisateur, centré client. Donc c'était vraiment axé sur les méthodologies du design thinking en fait, très clairement. Et c'est là que tu découvres ces méthodologies et que tu te formes au design à ce moment-là. C'est vraiment là que je me forme spécifiquement sur la research. En fait, j'ai passé des centaines d'heures avec des clients à faire des entretiens, donc principalement de la recherche qualitative. Pas forcément parce qu'on voulait pas faire du quanti ou utiliser d'autres méthodes, mais c'est parce que dans le B2B, on a un accès qui est plus difficile et limité aux utilisateurs et aux clients. Donc en fait, la recherche qualitative, c'est ce qu'on privilégie. Si on a accès seulement à 5 personnes, à 10 personnes. Et là, tu as dit que c'était en VIE, c'était dans quel pays? C'était aux États-Unis, à Boston. D'accord. Donc des interviews en anglais? En anglais, ouais. Wow, donc t'as dû aussi level up en anglais aussi, non, j'imagine? Ça, ouais, heureusement, c'est une chose que l'école de commerce quand même permet. Alors, toute mon éducation a été en anglais auparavant. Ah, d'accord. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à obtenir ce VIE. Ouais, ok, oui, parce qu'en effet, si t'avais pas le design et pas l'anglais, on n'aurait pas compris pourquoi il t'aurait pris. Ok, trop bien. Et donc, Schneider Electric Digital, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en termes de produits derrière? Et justement, quand tu parles de toutes tes recherches utilisateurs, ça correspondait à quoi? Sur quel sujet vous étiez? Ouais. Alors là, je vais peut-être donner un tout petit peu de contexte, même si sur Schneider Electric. Donc traditionnellement, on a une boîte qui fait plus du hardware, c'est-à-dire du matériel, en gros soit d'automatisation ou de contrôle de gestion de l'électricité et de l'énergie. Donc des choses qu'on trouve soit dans une maison lambda, comme un panneau électrique, des interrupteurs, soit dans des bâtiments industriels, donc avec forcément des choses qui sont un peu plus avancées. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est que tous ces appareils ont été connectés à Internet. Donc maintenant, tout ce que produit Schneider Electric quasiment est connecté. Et de fait, on récolte des données qui, on pense, va être en fait la principale source de revenus pour la boîte sur les décennies à venir. Sauf qu'il suffit pas d'avoir juste des données sur la consommation énergétique dans un bâtiment. Il faut imaginer des services, des produits qui permettent de visualiser ces données, prendre des décisions, contrôler des choses à distance, etc., les agréger. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que toutes les business units de Schneider Electric cherchent à lancer de nouveaux services, des nouveaux produits. Et parce qu'il y avait peut-être de moins en moins, mais à une époque, un gap assez important en termes de compétences digitales, entre guillemets, que mon équipe avait été mise en place. D'accord, ok, très bien. Et ça, c'était Schneider Electric. Bon, c'est gigantesque. Il y a la partie
US, il y a la partie aussi Europe. Est-ce que c'est des sujets, est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que c'était un projet monde? Comment sur quel type de périmètre tu travailles? Alors, généralement, bien qu'un nouveau produit soit lancé dans un pays, pour le lancement initial, c'est quand même des initiatives qui ont une ambition mondiale. En fait, si un nouveau produit va être lancé, il va être lancé dans le monde entier à terme. Mais identifier ces projets, ça se faisait de manière très organique, en fait. On fonctionnait comme un incubateur. Et donc, il fallait communiquer sur notre existence. Ouais. Voilà, quelqu'un prenait contact avec nous pour avoir de l'aide, finalement, et on travaillait avec eux jusqu'au lancement du produit. Ok, très clair. Ouais, donc vous étiez une sorte d'incubateur de projets digitaux. Exactement. Et puis les principaux projets étaient autour de justement la récupération de la data. Ouais. Et de comment on l'utilise, comment on la rend intéressante en termes de business et en termes de service pour les clients. Absolument. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, très clair. Et donc toi, tu fais ça, tu commences ta carrière comme ça chez Schneider, et puis les années avancent, tu continues sur ce projet. Raconte-nous un petit peu la durée de ce projet-là, et puis au final, c'est un projet que tu vas suivre pendant un bon moment. Ouais, absolument. Bah, il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs projets, certains qui ont été annulés, certains qui ont été lancés. Bien sûr, comme dans tout. Mais cette phase-là a duré 4 ou 5 ans, comme un incubateur, effectivement. Ouais. La valeur, en fait, qu'on me proposait était autant de valider, en fait, la valeur identifiée pour un nouveau projet, de prototyper, de tester la solution, autant que dire, là, la valeur n'est pas prouvée sur le marché. Donc, en fait, il faut arrêter. Ouais, on kill. Okay. Ce qui est dur à faire, mais ça a autant de valeur que l'inverse. Ouais, donc ça a duré 4-5 ans, sachant quand j'ai rejoint l'équipe, en fait, on avait quand même une approche assez brute. On avait un peu toujours la même méthode. Tu vois, on travaillait pas avec des outils spécifiques. En gros, on travaillait avec la suite Office. On essayait d'identifier des clients, on faisait des calls avec eux, on récoltait leur feedback. Mais progressivement, parce qu'on faisait énormément de recherches, on s'est spécialisé, on a cherché à affiner notre méthodologie. Et aussi, on s'est rendu compte que certes, il y avait une grosse partie qui était identification du problème à résoudre, mais à un moment, si on veut valider qu'une solution est la bonne, il faut prototyper quelque chose. Bien sûr. Et c'est là qu'on avait un gap, parce que justement, on n'avait pas de designer dans l'équipe. Moi, j'avais un rôle un petit peu plus hybride et ça m'intéressait justement. Donc, j'ai proposé tout simplement, dès que j'en avais l'occasion, de prendre en charge le prototypage. Ouais. En fait. Donc là, t'es monté en compétence sur Figma, ou peut-être à l'époque c'était encore Sketch. Toi qui bidouillais tes artworks d'albums quand t'étais ado, quoi. Ouais, exactement. Bah là, c'était pas évident non plus, parce qu'on passe, n'ayant pas été formé de manière formelle sur ces outils, et même à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas tant de formation avancée sur Figma. Donc il a fallu apprendre sur le tas. Après, on était quand même encore une fois, dans une logique d'innovation, itération rapide. Le low fidelity est très accepté et même encouragé, parce qu'on cherchait vraiment à valider la valeur. J'étais pas encore dans une logique de delivery, où c'était vraiment les spécifications exactes qu'on allait envoyer aux développeurs. Bien sûr. Donc ça m'a donné l'espace pour apprendre. Ouais, ils ont accepté le temps que tu montes en compétences. Exactement. Okay. Ouais. Non, mais je comprends, et je trouve ça super intéressant dans ton évolution pour les profils qui viennent comme toi de plutôt d'école de commerce, d'aller mettre les mains dedans pour que demain, après-demain, peut-être quand tu auras un rôle en direction ou que sais-je, ben voilà, tu sais ce que c'est, t'as connu ça, et tu sais pouvoir entre guillemets le challenger, comprendre aussi les problématiques et les contraintes qui peuvent y avoir. Est-ce que peuvent attendre un designer dans ton équipe. Donc, absolument. Très clair. Et donc là, pendant 5 ans, tu fais ça, mais au final, au bout de 5 ans, y a le VIE qui passe. On peut pas rester toute sa vie en VIE. Hein, à 28 ans, ça y est, ça se termine, je crois. Après, tu rentres à Paris, ou t'as quand même réussi à avoir un petit peu de temps encore à Boston. Raconte-nous un petit peu tout ce passage-là, et puis aujourd'hui, ce que tu fais
la transition pour aujourd'hui ton poste? Alors j'ai passé qu'une grosse année à Boston, tout simplement parce que le visa en fait, le visa trainee là-bas ne te permet pas de rester plus d'1 an. Ok. Donc immédiatement ils m'ont proposé parce que ça s'était plutôt bien passé, un rôle à Paris. D'accord. Enfin à Rueil-Malmaison pour être plus précis. Ah, c'est presque Paris. C'est presque Paris, pas trop loin sur le RER A. Ouais. Très bien, je vois très bien où c'est. J'habitais dans le coin avant, comme on se disait. Ouais. Et en fait là le rôle était le même. La majorité de mon équipe était quand même toujours basée à Boston, mais il y a énormément de gens qui sont à Rueil puisque c'est le siège de Schneider Electric. Il y a aussi un énorme pôle de R&D à Grenoble. Ouais. Donc en fait, je pense qu'ils ont vu ça aussi comme une opportunité d'avoir quelqu'un basé à Paris dans cette équipe pour être en contact avec tous les gens basés en France et en Europe. Ouais. Oui, et puis voilà, quelqu'un de très proche qui faisait vraiment le pont. Alors c'est un grand pont, mais le pont entre Boston et Paris. Très bien. Okay. Exactement. Et donc en fait, c'était une équipe qui existait aussi à Paris, l'équipe digitale et un peu incubateur interne. Elle existait à Paris et tu les rejoins ou tu crées l'équipe au-delà de celle de Boston. Ouais. En fait, il y a pas mal de Schneider Electric, c'est certes une entreprise française à l'origine, mais en fait, il y a beaucoup d'équipes distribuées et globales, avec dans la même équipe, on va voir quelqu'un qui est basé en Inde, à Grenoble, à Paris, à Boston, en Australie, ce qui parfois peut poser des problèmes ou ça pose quelques challenges forcément. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est aussi très riche. Donc en fait, il n'y a pas eu de nouvelle création d'équipe. Il y avait un VIE qui a déjà été transféré à Grenoble avant moi. Et ça a juste renforcé la branche française, on va dire. Ouais. Ok, très clair. Et donc là, il y a un sujet qui ressort avec je dirais avec la partie pardon, excuse-moi, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Ouais. Donc là, il y a un sujet qui ressort principalement, c'est écostructure, c'est ça? À partir de rapidement, en tout cas, ça ressort et c'est le sujet que tu vas prendre en main dans la durée. Ouais, en fait, ça s'est fait après quelques années parce que suite à une réorganisation. Avant ça, je pense que ce que je peux te partager et qui est pertinent, c'est que parce qu'on avait en fait acquis des compétences assez avancées en recherche et qu'on avait commencé à beaucoup expérimenter sur les outils, sur les méthodos et on avait vraiment capitalisé là-dessus. On s'est dit ok, il y a une opportunité parce qu'on travaille avec énormément d'équipes dans le monde. On sait que personne ne fait ce travail-là de manière très rigoureuse, on va dire. Et donc on a pris ça comme vraiment une énorme opportunité. On a essayé justement de lancer un grand programme de recherche utilisateur au sein de Schneider. Et c'est là qu'arrive Dovetail et toute l'organisation, la méthodologie de travail. Raconte-nous justement comment ça se passe, le premier benchmark que tu as mis en place pour savoir quel outil on choisit, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a Dovetail, il y a les Français aussi qui sont arrivés depuis avec Usage, avec d'autres. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu ce benchmark et qu'est-ce qui vous a fait choisir Dovetail? Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Alors moi, ce benchmark, je l'ai fait il y a à peu près 3 ans maintenant. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. Ouais. Donc déjà, il y avait quand même l'état du marché. Au final, il n'y avait pas tant d'outils positionnés là-dessus. D'accord. Après, j'avais aussi quand même pas mal expérimenté, par exemple avec Notion, où j'avais essayé de recréer cette structure et de faire sur Notion, on peut faire des bases de données qui sont liées.
Bien Donc sûr. justement pour essayer d'avoir cette centralisation de toute la recherche qu'on faisait et cette traçabilité entre la donnée brute, par exemple un transcript, et l'insight ou le finding qu'on a découvert et qui va ensuite informer le développement produit. Ouais, bien sûr. Après, Notion, moi, pour l'avoir utilisé, j'étais un peu déçu par la puissance de calcul et le retour dès que tu lui fais une requête. Dès que tu commences à avoir, et encore, moi, j'avais pas beaucoup de lignes. Dès que tu commences à en avoir, ça rame un peu. Ouais, ça a ses limites, c'est clair. Bah, moi, en tout cas, je me suis rendu compte de limites aussi de mon côté. Ouais. Et en fait, j'ai essayé 3-4 outils. On a un autre qui s'appelle Condense à l'époque, Okay. Dovetail évidemment. Et en fait, en utilisant Dovetail, ouais. Airtable aussi effectivement. Ouais. Okay. Et en utilisant Dovetail, je me suis rendu compte que c'est un outil qui a été vachement inspiré par Notion en termes de modèle mental, on va dire. Sauf qu'ils ont rajouté exactement ce qui manquait à Notion pour en faire un outil de recherche qualitative hyper efficace et un repository qui fonctionne bien. Donc ça a été en fait hyper naturel et une évidence à l'époque en tout cas. D'accord. Et donc là, vous utilisez Dovetail. Comment vous utilisez ça à travers le monde, sur sur différents sujets, ou vous focalisez uniquement sur un projet et puis ensuite vous allez grossir. Quelle a été la méthode pour intégrer, et puis qu'est-ce que vous avez mis en place autour de Dovetail? Alors en fait, c'est un projet, honnêtement, ça a pris plusieurs mois, peut-être entre 18 mois et 2 ans, en termes de déploiement. Mais on a commencé, par expérimenter au sein de notre équipe, prouver la valeur, faire une sorte de petit proof of concept. Donc on a commencé à l'utiliser dans les projets, déjà qu'on avait. Ensuite, moi, en parallèle, j'ai été mis à la tête de la Discovery sur une nouvelle initiative. En gros, il y avait un nouveau SaaS que Schneider allait lancer de nouvelle génération, on va dire, pour l'energy management, qui allait être lancé aux États-Unis. Et parce qu'on avait déjà cette crédibilité sur la research, en fait, on m'a mis à la tête de la Discovery. Donc, j'étais un petit peu un pont entre l'équipe de design et les product managers. Et donc, j'ai utilisé cette opportunité justement pour déployer cette méthode, cette approche Dovetail. Je leur ai dit qu'on allait centraliser tout ce qu'on apprenait sur les clients. Et j'ai été assez rigoureux là-dessus. Vu que j'étais impliqué dans tous les projets de research, en fait, ça m'a permis de garder le contrôle. Et progressivement, ça nous a permis de prouver la valeur, en fait. Et ça a vraiment attisé la curiosité d'autres équipes produits qui voyaient ce qu'on faisait, qui parfois faisaient quelque chose de similaire, mais qui documentaient leurs findings sur Excel, un process ultra manuel. Et puis là, difficile d'expliquer après à sa hiérarchie la valeur que ça peut avoir quand on prend verbatim par verbatim versus peut-être un Dovetail qui permet de taguer, de créer des insights, etc. Et donc je dirais de nourrir un certain pourcentage de plus ou de moins sur certains sujets, etc. Ouais, absolument. Et en fait, Dovetail, t'as pas besoin de Dovetail pour faire de la research, mais ça force un petit peu de rigueur et de méthodologie sur l'approche. Puisque justement, il te demande et aussi un autre facteur qui a été important, c'est tout simplement que maintenant, c'est très facile d'avoir des transcripts automatiques de conversation. Mais à l'époque, il n'y avait pas forcément d'outils accessibles partout pour faire ça au sein de la boîte. Donc, le besoin était clair. Ben ça, c'est vraiment, je pense, l'un des game changers de l'outil, c'était que le transcript était vraiment de qualité, qu'on pouvait garder les images, et que et maintenant avec l'intelligence artificielle, limite ça flag par lui-même si on l'a bien entraîné, ça flag par lui-même les mots et les verbatim importants. Ouais, absolument. Bah là, ces derniers mois, ils ont sorti quelques fonctionnalités avec de l'IA. Qui sont particulièrement bien adaptés, selon moi, à la recherche qualitative, en fait, parce que s'il y a une chose que l'intelligence artificielle fait bien, c'est la synthèse. Donc justement, travailler sur des transcripts qui sont très très longs, avoir une sorte de compréhension sémantique de ce qui se passe, donc assigner des tags et ensuite faire des résumés, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, t'es content de ça, ouais. Et ils ont aussi gardé un principe de design que je trouve intéressant, qu'ils appellent, il me semble, Human in the Loop. C'est-à-dire,
voilà, s'assurer qu'en fait le designer ou le researcher est toujours dans la boucle, il comprenne ce qui se passe, il puisse rentrer dedans, parce que sinon, si on délègue complètement, en fait, on perd vachement de la valeur de la research qui est effectuée, parce qu'il va nous sortir des choses qui sont peut-être pas pertinentes. Oui, et puis la valeur de la research aussi, c'est en étant acteur de ces différents tags et de ces différents verbatims qu'on ressort, etc. Mine de rien, on les intègre aussi dans notre cerveau. Et ensuite, on peut faire des liens avec d'autres sujets aussi, au-delà uniquement de l'outil. Et heureusement, sinon on serait tous un peu remplacés à terme. Mais donc, non, très clair, très clair. Et donc ça, c'est un outil aujourd'hui que vous utilisez depuis combien de temps? Alors, dans mon équipe, vu qu'on a été les pionniers, on va dire, ça fait plus de 3 ans, je pense. Ouais. Mais ensuite, en fait, avec tous nos efforts, on pourra peut-être y revenir, mais en fait, on a vraiment utilisé Dovetail comme un cheval de Troie pour diffuser des méthodes beaucoup plus rigoureuses et avancées sur tout ce qui est recherche, mais aussi recrutement de participants, voilà, comment faire, poser des questions qui ne sont pas biaisées, des choses qui sont hyper importantes, mais vraiment liées à la méthodologie. Et progressivement, en fait, on a identifié d'autres groupes au sein de la boîte, notamment des gens qui font partie du marketing global, qui étaient hyper intéressés par l'outil. On s'est mis en partenariat avec eux pour le déployer globalement. Donc aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, on est à on doit être à 120 utilisateurs actifs, c'est-à-dire de gens qui font de la research, et plus de 600 stakeholders, consommateurs du repository. Ouais, d'accord. Ouais, donc en effet, c'est ça doit commencer à peser quelques gigas ou téras sur les serveurs. Ouais. Et justement, je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. C'est mine de rien, utiliser ce type d'outil dans une organisation aussi importante que Schneider, c'est pas simple. Tu nous as expliqué aussi que beaucoup de travail se faisait en asynchrone. Raconte-nous un petit peu, tu parlais du cheval de Troie, raconte-nous un petit peu comment vous vous êtes dit, tiens, on va utiliser Dovetail pour que les gens entrent dans notre modèle de travail, et peut-être qu'on les aide aussi à prendre en maturité sur la recherche. Voilà. Comment vous avez pensé ça et comment vous avez fait? Ouais, absolument. En fait, en parallèle de nos expérimentations, on va dire, on a aussi donc il y a les choses qu'on avait observées en interne nous-mêmes. On savait que quasiment toutes les équipes produits avaient vachement de mal à recruter des participants. On savait qu'il y avait beaucoup de gaps méthodologiques dans la façon dont la recherche utilisateur était faite. Beaucoup de gens, en gros, faisaient des conversations avec des clients qualitatives, mais chacun avait sa propre manière de capturer ce feedback. Il n'y avait pas de manière standardisée d'analyser, de taguer, et il n'y avait pas d'endroit central aussi où remettre tout ça. Donc en fait, on a acquis une compréhension assez claire des problèmes que rencontraient certaines équipes, et aussi d'une opportunité à chercher à centraliser tout ce travail-là dans un repository global et améliorer c'est un concept dont on parle pas mal dans le monde de la research utilisateur, mais la connaissance institutionnelle du client, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, on n'y est clairement pas arrivé encore, je pense, mais c'est déjà une étape énorme d'arriver à centraliser tout ce travail-là dans une seule plateforme. Bien sûr. Et de rendre tout indexé, cherchable. Moi, aujourd'hui, s'il y a un nouveau projet qui arrive, qui est lié à un certain type d'utilisateur, ça peut être quelque chose de très, très précis. Un directeur d'usine dans une usine de traitement d'eau en Allemagne, je peux regarder ce qui a été fait sur la plateforme et peut-être avoir une première piste et quelques insights déjà. Donc, clarté sur le problème à résoudre et ensuite, encore une fois, beaucoup d'équipes qui avaient déjà été formées en fait à certains aspects du design thinking et cherchaient à faire ce travail, mais qui le faisaient de manière hyper manuelle. Donc en fait, quand ils ont vu ce qu'on faisait avec Dovetail, qu'on a pu prouver la valeur, ils sont arrivés en 2024, quoi. Ouais. C'est ça.
En fait, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Non, mais quand je dis ça, en plus, moi, je suis aussi, parfois, sur certains sujets, je suis encore en 98, hein, il y a pas de problème, mais ouais, tout à fait. Non, c'est clair, mais du coup, je pense que ça a résonné d'autant plus. Ça n'a pas été si difficile de convaincre pas mal de personnes, euh, à Ouais, l'exception quand même de profils plus produits qui avaient envie de générer des insights très très rapides et qui n'avaient pas forcément l'appétit pour une méthodologie aussi avancée parce que ça prenait quand même pas ouais, mal de ça temps. reste quand même Ouais, chronophage, très chronophage. même si l'outil essaye d'automatiser le plus de choses, etc. Mais c'est sûr que je pense que quand tu montes les features de transcript automatique, de tagging, de plan de tagage qui peut se faire assez rapidement et de tag aussi automatisé par rapport à ce qu'il y a dans le transcript, Mm. etc. C'est vrai qu'on se dit bah tiens on va peut-être gagner des heures et des journées grâce à tout ça et ouais, c'est super intéressant. Ouais. Et j'imagine que tu as pris aussi un peu ton bâton de pèlerin comme on dit pour peut-être faire des présentations sur ce que vous avez fait ensemble dans l'équipe, avec une belle présentation de ce que vous avez fait avec Dovetail. J'imagine que tu dois avoir quelques slides sur ça. Ouais, bien sûr. Bah ça, c'était une énorme partie du travail, hein, de l'évangélisation. Honnêtement, pendant 2 ans, j'en ai parlé énormément dès que j'en avais l'occasion. Mm. Vu qu'on en a fait aussi un vrai programme et une initiative globale, en fait, il y a aussi des sessions dédiées qui ont été créées et mises en place, et ça a été rattaché en fait aux initiatives de transformation agile, etc. Ouais, parce que j'allais dire, toi, tu gagnes quoi à faire ça? Tu gagnes à aller chercher plus de projets pour ton équipe? Euh, Il y avait ça. Après, en fait, c'était très aligné avec la mission de notre équipe à l'époque, qui était d'accompagner la transformation digitale. Donc, il y a aussi, je pense qu'il faut un alignement avec son management, quoi, avec mon Mhm. boss, qui Ouais, approuvait et tout à qui fait. pensait que ça avait de la valeur pour la boîte, c'est clair. Ouais. Euh, mais si on avait été une équipe produit dédiée, ce qui est clair, c'est qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps ou l'appétit pour Oui, aider plein d'autres équipes à faire ce travail-là. oui, parce qu'au Ça. final, ça restait un peu euh, comment on appelle ça, j'ai plus le mot, mais voilà, c'était du temps en plus que tu donnais Ouais. et au-delà de, ouais. Ok, non mais très clair. Et aujourd'hui, il y a aussi un des sujets sur la research. C'est certes la research, c'est très bien. On y met on y investit aussi beaucoup d'argent en temps humain Ouais. et l'outil parce que Dovetail c'est pas gratuit. Mhm. Euh, Maintenant, il faut que toute cette information elle soit utilisée, elle soit voilà qu'elle soit intéressante et qu'on donne envie aux gens d'aller regarder la research. Je sais que moi j'avais eu un peu ce retour d'expérience de la part de researchers qui disaient que parfois ils mettent peut-être un peu trop de temps à aller avec une granularité un peu trop forte. Ben il y avait peut-être plus d'intérêt pour les gens qui la lisaient. Et aussi, bah, tout simplement, parfois, il y en a qui la lisent pas du tout et que ça fait pas partie de leur rituel. Comment, justement, cet aspect-là de la consommation de la donnée qu'il y a dans la research, comment toi, tu as traité ce sujet-là à l'échelle de Schneider et des gens, des 600 personnes et aller en chercher d'autres? Comment tu as fait? Je suis très content que tu sois allé sur ce sujet parce que je pense que c'est le défi principal pour les gens qui font la research, les user researchers. Donc plutôt aligné avec l'état des lieux. Hmm. Donc tu as parlé de rapidité d'exécution, tu as parlé de trop de détails, et parfois peut-être aussi de la research qui est certes intéressante, mais finalement qui peut être fait dans le vide, qui peut être presque une Tout à perte de fait. temps par rapport aux besoins du produit. Bien sûr. Alors là-dessus, je pense que il y a une chose qui est absolument clé à faire. C'est vraiment, donc on a tendance vraiment à penser au livrable quand il s'agit de la research, ok, quels sont les belles personnages que je vais faire, mon rapport, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus important, selon moi, d'être hyper carré et rigoureux sur ce qu'on appelle le plan de research, le research plan. Et deux choses en particulier qui ne doivent pas être faites de manière indépendante. Il faut vraiment le faire avec le PM, avec les designers, avec toute l'équipe produit. C'est être hyper clair sur l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre et pourquoi. Et deux,
comment est-ce que l'insight va être appliqué. Ensuite, il faut le savoir avant même d'avoir commencé à faire la research. Donc, c'est-à-dire, OK, on veut savoir s'il y a un souci avec tel écran. Si on identifie qu'il y a un souci, ce sera priorisé dans le backlog. Donc, je donne un exemple un petit peu bateau. Ouais, il faut déjà être clair sur comment ce qu'on va découvrir va potentiellement être implémenté. Sinon, on se retrouve avec ce risque-là, justement, que ce soit un peu ignoré ou que les gens trouvent ça intéressant, mais au final, vu qu'on est dans le rush des sprints, qu'on ignore un peu ce feedback-là. Oui, et puis parfois, il y a un peu, je dirais, la research faite par les researchers. Parfois, ça peut être hyper intéressant pour des researchers versus peut-être que pour un product manager ou pour les gens du business, etc. Eux, ça les intéresse pas. Peut-être qu'ils comprennent pas l'importance ou que sais-je, mais en tout cas, ça correspond pas aux objectifs que eux avaient en tête en termes de research. À la fois, je pense qu'il faut que les deux se parlent quand même, parce que s'il y a un researcher qui se dit non mais si ça c'est super important, il faut vraiment que vous mettiez, vous vous posiez dessus. Je pense que ça sert aussi. C'est là où on a le besoin d'avoir des profils de researchers qui soient quand même connectés avec le business. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. C'est ni blanc ni noir finalement. Mais je pense que quand même être hyper carré sur ce document, les objectifs du projet de research permettent justement de prioriser très très bien l'analyse, etc. et d'avancer beaucoup plus vite aussi. Parce que si on est hyper clair sur les questions qu'on pose, finalement, tu peux te focaliser beaucoup plus sur certaines réponses et aller parfois très 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 vite. Et ça évite la frustration pour tout le monde d'avoir perdu du temps pour certains et de pas en gagner pour d'autres. Donc ouais, tout à fait. Donc ça on parle beaucoup de recherche qualitative. Est-ce que tu y mets de la recherche quantitative aussi dans ce Dovetail ou pas encore, ou est-ce que c'est fait pour aussi? Je t'avoue que là, moi, ça dépasse un peu mes compétences. Alors, c'est quand même un outil principalement de recherche qualitative. Okay. Ils ont quand même lancé des nouvelles fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, que j'ai pas trop utilisées parce que, étant donné que je travaille sur des produits B2B principalement, en fait, on est sur des échantillons assez faibles en termes de quantité d'utilisateurs, tout simplement. Donc, dans ce contexte-là, c'est plus intéressant d'aller faire de la recherche qualitative pour vraiment aller dans le détail, parce qu'on n'a pas des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'utilisateurs pour aller vraiment faire du quanti et de la stat. Par contre, ils ont quelque chose qu'ils appellent des channels, et en fait, tu peux connecter par exemple ton outil de ticketing, et il va automatiquement, en utilisant l'intelligence justement artificielle, identifier des thèmes qui ressortent par exemple de tes tickets, des tickets du support. Ouais, c'est intéressant ça. C'est un peu hybride, mais ça te donne un pourcentage. Ça et peut être méga puissant ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Et très clair. Et justement, alors peut-être si on revient sur du quali, on pense toujours aux interviews, mais est-ce que vous faites de l'observation? Est-ce que vous faites d'autres types de méthodologies et à ce moment-là, comment ça se passe avec Dovetail? Ouais, un de mes meilleurs souvenirs, je pense, et de plus grosses réalisations dans ma carrière, surtout sur l'aspect research, c'était justement la première fois qu'on a fait une étude de terrain. Donc je suis allé avec 2 collègues qui sont venus de Boston, aux Pays-Bas. C'était pour le projet, c'était pour en gros évaluer des opportunités et vraiment analyser les problèmes liés à la gestion d'usines de traitement d'eau, justement. Donc quelque chose de ultra technique, et on savait qu'il fallait qu'on rentre en immersion assez avancée pour comprendre ce qui se passe. Et donc on a eu cette opportunité via un client qui était intéressé pour qu'on passe du temps avec eux. Et on a passé 3 jours. On a observé plusieurs types de profils, plusieurs professionnels, et en fait la quantité d'observations et d'insights qu'on a eu était complètement hallucinante. Enfin, je trouve que ça, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui ont l'opportunité de faire des études de terrain et de l'observation directe, j'encouragerais vraiment à le faire,
même plutôt que 10, 15, 20 discussions parfois, même si c'est avec un échantillon beaucoup plus faible. C'est super intéressant ça. Toi, ça t'a marqué quoi. Tu te dis ouais. Ça m'a vraiment marqué. En fait, si j'avais juste interviewé cette personne, j'aurais vu 10% de la réalité de ce qu'il fait et peut-être qu'il m'aurait expliqué ce que lui il imagine que ce que c'est 10%. Ah non, mais clairement, il y a un énorme gap entre déjà tu dois être au courant de ça, mais quand on fait de la research et qu'on pose des questions, faut être très très conscient du gap entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait réellement dans la vraie vie. Tout à fait, bien sûr. Donc quand on fait de l'observation directe, déjà on le voit, mais en plus à chaque fois que la personne nous dit quelque chose, on voit le contexte dans lequel elle travaille. Peut-être que c'est hyper bruyant, peut-être que la personne utilise énormément de sticky pour se rappeler de quelque chose à côté de son écran. Et en fait, ça donne une myriade d'informations qui est hyper précieuse ensuite pour imaginer la solution. Et donc, en fait, là, pour revenir à Dovetail, le défi, c'est de capturer un maximum d'evidence, de données. Donc, en fait, on s'est baladé avec nos téléphones portables, on enregistrait tout, on filmait, on prenait des photos, on a tout centralisé au même endroit. Et on a aussi tenu des journaux pour prendre un maximum de notes. C'est aussi de la data. Et ensuite, le process était plus ou moins le même derrière. Parce que ça reste de la recherche qualitative. C'est juste que la quantité de données est beaucoup plus importante. Et là, justement, pour ce projet-là, vous avez réussi à faire mieux que ce que tu imaginais grâce à ces recherches, ou en tout cas, peut-être à coller encore plus aux attentes. Je sais pas si tu as eu un retour d'expérience après, mais... Ouais, complètement. Sur plusieurs aspects. Alors, sur ce projet spécifique, j'y reviendrai, mais il se trouve qu'on a tué le projet à terme. Mais un peu avant que le projet soit tué, en fait, la prochaine étape après cette field research, c'était d'organiser un énorme workshop d'idéation avec des clients, des stakeholders, des gars qui avaient vraiment des compétences techniques avancées sur le sujet. Et on leur a diffusé des petits films qu'on avait fait, basés sur nos observations. On avait créé un rapport assez avancé. Et j'ai enfin, en termes d'idéation et justement de génération d'idées, puisque c'est l'objectif de ces workshops, j'ai vu une différence très très importante, justement parce qu'on avait apporté ces inputs en amont. Et ben ça, justement, ça me fait me poser la question, justement pour ces ateliers d'idéation. Tu viens avec quoi? Est-ce que tu as genre voilà, comment expliquer ça? Des livrables un peu killer livrables qui te disent tiens, ça je sais que ça va aider à prendre des décisions. Enfin voilà, avec quoi tu viens? Quelle boîte à outils tu viens en atelier? Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Alors nous, on avait une approche très très expérimentale, donc on avait tendance à tester des choses différentes à chaque fois. Trop bien. Mais c'était des workshops de 3 jours, très très structurés. Donc en fait, en fonction de nos objectifs, design sprint un peu, ouais. en plus court, bien sûr. Enfin, vous aviez déjà fait beaucoup de recherches avant, donc au final, vous arrivez tout de suite à la phase peut-être idéation et prototypage, ou en tout cas réflexion d'une solution. Ouais, absolument. C'est aussi lié en fait au fait qu'on travaille quand même sur des sujets assez techniques, donc on sait qu'on avait besoin de temps et des profils assez différents. Mais ouais, c'est des workshops qui sont très très structurés. Donc par rapport à nos objectifs, on essaie d'identifier des méthodes qui nous paraissent pertinentes. On va commencer par un icebreaker, c'est la partie plutôt amusante. Mais ensuite, c'est des choses qui reviennent souvent, comme donc d'abord la génération d'idées, ensuite la priorisation et ensuite le prototypage. Donc pour la génération d'idées, il faut en générer beaucoup. Et on veut s'assurer que tout le monde aussi participe de manière égale. Donc là, il y a plein de manières de le faire. Par exemple, le Crazy 8, où en fait, on a 8 carrés, en gros. Et très très rapidement, on doit réfléchir à 8 idées différentes pour répondre à un problème et le passer à son voisin.
Ensuite, pour la priorisation, on a le dot voting qui est assez simple et très compréhensif. Il faut que ça reste quand même assez rapide à effectuer. Donc, il s'agit tout simplement on a des votes et de voter avec des gommettes sur une idée. Et ensuite, le prototypage, on a plutôt fait du storyboarding. Donc, voilà, en généralement. Ok. Et justement, j'imagine qu'avant toute cette phase d'idéation, vous avez envoyé peut-être les résultats de votre recherche et vous faites une présentation de votre recherche et vous identifiez, vous validez avec les parties prenantes les points ou les pain points qui étaient déjà identifiés mais qui ont été peut-être reconfirmés ou d'autres qui n'ont pas été vus et qui ont été mis en lumière, c'est ça? Ouais, absolument. On est arrivé avec un rapport qui est envoyé en amont. Ouais. Ensuite, toute la pièce était couverte d'artefacts qu'on avait créés pour l'occasion. Ouais. Donc, des deep dive parfois c'était un deep dive sur un sujet technique, lié par exemple à la purification de l'eau, ou sur, je sais pas, une pyramide des besoins du directeur de l'usine de purification d'eau, ce genre de choses. Donc vraiment créer une sorte d'environnement où le plus possible les gens peuvent s'inspirer de ce qu'on a appris auparavant, même s'ils se baladent comme ça en regardant les murs. Ouais, d'accord. Et là, 3 jours, vous allez vous choisissez un bureau enfin, vous venez à Paris, est-ce que vous allez ailleurs? Et enfin, quelle est la team que tu crées justement à la fois pour animer et les gens qui sont présents et les personnes présentes? Alors généralement, on a la chance, General Electric a vraiment des bureaux partout. Donc en fonction des gens qu'on veut inviter, on va essayer de trouver la localisation qui est la plus pratique. Donc ça peut être Paris, États-Unis, Espagne, ça dépend vraiment des personnes qu'on invite. Et ensuite, généralement, on va avoir un facilitateur ou 2 ou 3 principales, mais un à la fois, qui vraiment gère le rythme du workshop. Et ensuite, on avait aussi dans chaque groupe, parce que là, on était vraiment sur des workshops qui étaient très importants en termes de nombre de personnes, une trentaine. On avait aussi donc on avait des groupes comme fait plus petits, des sous-groupes de 5, 6, 7 personnes maximum, où on voulait à chaque fois que l'aspect business, disons client, design, technique soit représenté, enfin le plus d'aspects possible. Et dans chacun de ces groupes, il y avait aussi, si possible, un membre de notre équipe pour aider à faciliter la discussion. Parce que c'est très facile de se retrouver bloqué, se concentrer sur un aspect technique qui n'a pas trop d'importance à ce stade-là, alors qu'on essaie juste de générer des idées. Donc c'était le format globalement. Ouais, donc 30 personnes, peut-être chacun attaque une problématique qui lui peut-être lui plaît un peu, et puis on essaie d'avoir les équipes les plus représentatives de ce qu'on aimerait avoir, et chacun est accompagné par un leader du design, et puis avec un master qui gère un peu tout les ok. Ouais. Là, c'est fou, j'ai rarement entendu des sessions de design avec autant de personnes. Après, je comprends la notion de sous-groupe, mais j'avais entendu parler de groupes deux groupes de 5 ou 2 groupes de 10, mais voilà, là, jusqu'à arriver à 30, c'est quand même important. Ça, c'est des choses que vous faites souvent? Encore une fois, ça dépend. Cette étape du workshop, je la trouve intéressante, enfin du workshop d'idéation. Généralement, sur quasiment tous les projets, on l'a fait. Pas tout le temps à cette échelle. En fait, là, encore une fois, on était assez expérimentaux, donc ça dépendait du nombre de personnes impliquées, des besoins du projet. Mais en tout cas, on avait toujours cette espèce de grande messe, parce qu'il y avait aussi la génération d'idées, mais c'était aussi un moment pour essayer d'évangéliser tout le monde, de mettre tout le monde au même niveau aussi, et de s'aligner un maximum. Ouais, c'est ça, et de dire à tout le monde, voici la réalité de ce qui se passe. Chacun, vous avez une vue de la réalité, mais voilà, quand on prend un peu tout en commun et qu'on fait notre recherche,
et de façon la moins biaisée possible. Voici ce que nous on remarque. Et c'est bien parce que j'imagine que ça doit donner un peu une vision pour tout le monde sur les 6 mois, l'année qui arrive, les grandes évolutions. Ouais, et puis ça donne un élan aussi parce que quand on est dans une entreprise aussi grande, aussi distribuée, et si on veut qu'un projet de ce type soit un succès, c'est important d'avoir des sortes d'événements comme ça qui donnent une sorte d'élan en fait et qui inspire tout le monde. Parce que sinon, on peut très rapidement se retrouver dans des situations où chacun a aussi ses autres projets en cours, etc. Les choses n'avancent pas vite et se retrouver en fait à avancer. Oui, et donc le modèle un peu design sprint en 3 jours, c'est hyper. Ça a vraiment de la valeur dans des entreprises de cette taille. J'avais eu un retour d'expérience comme ça sur un des tout premiers podcasts que j'ai enregistré. Et ça avait vraiment fait date. Et c'est le début c'était le début de l'équipe design, et après ils ont réussi à avoir du budget pour plein de personnes. Donc ils étaient vraiment très contents de l'impact de ce design sprint. Et là on a discuté de plein de choses, on s'est un petit peu écarté de EcoStruxure plateforme. Au fait on n'a toujours pas parlé de data. Ouais. Est-ce que mais c'est super intéressant, c'était trop bien. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, l'équipe que tu as aujourd'hui, EcoStruxure plateforme, ce sur quoi tu travailles? Ouais, absolument. Donc ça fait un peu plus d'1 an en fait que suite à une réorganisation au sein de Schneider Digital, mon équipe qui était cette équipe d'innovation s'est transformée en une équipe de product management justement pour la plateforme EcoStruxure. Donc la plateforme EcoStruxure c'est vraiment tentaculaire, on va dire. C'est avant tout la plateforme back-end d'IoT industriel sur laquelle tous les produits numériques de Schneider Electric sont basés. Donc quand on parle de plateforme back-end, en fait, c'est des choses comme l'ingestion des données, la contextualisation, etc. Beaucoup de choses très techniques. Beaucoup de flux entrants. Ouais, c'est ça. De tous ces outils connectés, enfin de tous ces devices connectés. Alors maintenant, un device, ça peut être beaucoup de choses. Objets connectés, ouais. C'est ça en fait, c'est par la plateforme, c'est la tuyauterie par laquelle toutes ces données qui sont collectées passent et qui sont ensuite réutilisées pour des produits ou des services. Et ensuite leur donner du sens, ça doit être peut-être même ça. Bon, certes, il faut plugger toute la tuyauterie et ensuite il faut donner du sens à toutes ces infos et surtout c'est l'un des grands sujets dans le monde du dashboarding, c'est qu'est-ce qu'on montre. Et on est souvent face à des clients, des utilisateurs qui ont eu l'habitude d'avoir tout devant leurs yeux et qui veulent tout devant leurs yeux. Est-ce que toi aujourd'hui, quelles sont les problématiques principales du UX que auxquelles tu fais face avec ton équipe? Ça, c'est pour moi en tout cas pour les designers qui travaillent sur ce genre de sujet ou dans ce genre de boîte, mais pour les designers de Schneider Electric, c'est clairement le grand défi. Parce qu'en fait, on est quasiment toujours sur un sujet où il faut représenter des données du bâtiment, etc., liées à plusieurs problématiques. Et comme tu le disais, l'approche standard, c'était plutôt travailler l'aspect graphique et de tout montrer. Et ça, c'est quelque chose justement que je pense la research peut permettre d'améliorer. Parce que si tu as une meilleure compréhension justement du job que ton utilisateur cherche à faire, ton client cherche à faire, en fait, tu peux vraiment prioriser et retravailler la hiérarchie visuelle de l'information, ou la hiérarchie de l'information pure dans la navigation, en fonction de l'importance de ces différents jobs. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, surtout du premier coup. Parce que là, il y a une partie un peu de conduite du changement qui est pas simple. Moi, je me rappelle comme ça qu'on a sur un outil financier un client qui avait l'habitude d'avoir ces 3 colonnes, il voulait ces 3 colonnes, il y avait peut-être pas de pertinence à ce qu'il les ait, mais il les avait. Et puis surtout, c'était une façon de faire qu'il avait eue parce que l'outil précédent marchait pas très très bien et que donc
avec ces 3 colonnes, il arrivait, ouais. puis il nous parlait beaucoup de lignes de flottaison, il fallait que ce soit au-dessus de tel. Oui. Tu dois l'avoir, c'est des choses que j'ai ce mot-là. entendues. Ouais, j'imagine. Ce qui est en plus très très difficile à faire parce qu'on peut pas tout mettre au-dessus la fameuse ligne de flottaison. Puis non, on a des écrans un peu différents. Ouais, c'est particulier. C'est sûr que c'est très très compliqué. Après, moi, ce qu'on a repéré aussi, ce qui était intéressant en parlant avec beaucoup de clients et d'utilisateurs de ce type d'application, c'est qu'il y a une grosse différence générationnelle. Okay. C'est vraiment très très importante. Donc aussi, ça fait partie des défis du designer. On sait comprendre. Bien sûr, en fait, il faut pas exclure. Elle est assez intuitive, hein, cette différence. En fait, justement, il y a nous les ingénieurs un peu old school dans les technologies opérationnels sur lesquels on bosse, ils aiment bien justement tout voir, vraiment avoir la main mise sur toute l'information, pouvoir entrer dans le détail, alors que les générations plus jeunes, qui ont l'habitude de grandir avec des outils, avec des expériences beaucoup plus léchées, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts, et ils sont même demandeurs d'expériences qui sont justement beaucoup plus léchées, qui vont beaucoup plus loin dans la priorisation de l'information. Donc, il faut aussi pouvoir gérer ça sur le produit parce que on peut avoir les deux types d'utilisateurs. Donc là, en fait, t'es passé d'une organisation un peu d'incubateur de projet à une organisation produit où vous faites évoluer EcoStruxure plateforme. Aujourd'hui, l'équipe que tu as, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien vous êtes, les types de profils que tu as et puis la façon dont t'as pensé un peu cette team pour répondre aux attentes de ce produit. Ouais, absolument. Alors c'est quelque chose qui s'est fait de manière plutôt organique et progressive, encore une fois. Suite à cette réorganisation, on m'a proposé de prendre la tête du design et de la research sur tout le scope, sachant que je suis quand même dans un contexte où la maturité design, on va dire, est limitée, même s'il y a vraiment une appréciation pour ces profils et pour ce qu'on peut apporter. Donc j'ai commencé tout simplement par identifier quels étaient les besoins, parce qu'il y a énormément de sujets back-end, mais je suis plutôt en charge des composantes expérientielles, on va dire. Donc dès qu'il y a un service qui est customer facing ou une interface utilisateur, je la prends dans mon scope. Et dans plusieurs cas, notamment une application qui permet en gros de visualiser des fonctionnalités back-end, mais sur une interface pour simplifier cette expérience. Ils n'avaient pas vraiment de designer. Donc, je te laisse imaginer l'état de l'expérience, en fait, qui était... alors, ils avaient aussi commencé le projet comme un proof of concept pour montrer que c'était possible. Ça a été drivé par des ingénieurs. Mais le problème, c'est que c'est une interface sur laquelle on peut effectuer des actions assez dangereuses, potentiellement, déconnecter des devices. Voilà ce qui peut avoir un impact chez un client qui perd complètement la visibilité sur la consommation énergétique de tel bâtiment. Et donc, on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes fondamentaux de usability et aussi juste de qualité. Même de sécurité, comme tu disais, et de sécurité. Ouais. Ouais. Donc c'est ça. Donc là, tu reviens vraiment aux fondamentaux des heuristiques de Bastien et Scapin. Complètement. Ouais. Complètement. Là, ça n'a pas plus rien à voir, mais on est vraiment sur un sujet beaucoup plus delivery. Ok, le produit est live, il y a plein de soucis. Donc faut qu'on audite, faut qu'on livre rapidement. Faut être très très précis sur les handoffs avec les développeurs. Faut qu'on teste aussi les solutions qu'on propose pour s'assurer qu'elles aient l'impact attendu. Donc là, je suis sur un changement de rôle complet. Donc j'identifie ces différents besoins au sein de l'équipe. Jusqu'à maintenant, ça évolue encore aujourd'hui, mais en gros, il y en avait deux principaux qui étaient les priorités aussi, qui m'avaient été partagées par mon manager. Donc je lui explique en gros la situation non pas idéale, mais que je pense être le bon compromis, sachant qu'il faut toujours se battre pour les ressources, qui était en fait d'avoir 2 designers par produit, des duos. D'accord. Sachant que l'objectif idéal
serait d'avoir des empowered squads, de travailler en squad. On est plus dans un modèle hybride, on n'y est pas encore à ce stade, mais c'est l'objectif. Mais au moins avoir du coup ces deux designers, plutôt un profil senior et un profil un peu plus junior sur chaque produit. Après, vu qu'on est arrivé en cours de route, effectivement, nous, on est arrivé en faisant cette audit-là et en travaillant une roadmap UX en fait dans les deux cas. Mais progressivement, on essaie de se recaler sur un modèle moderne produit avec des squads. Ouais, c'est ça, c'est que là, entre guillemets, fallait remettre à un niveau UX acceptable. C'est ça. Pour ensuite s'organiser en mode produit. Et là, c'est un petit peu ça que vous avez fait. Et l'année qui arrive et la suite, ça va être important pour faire grandir le produit. Là, vous l'avez remis à niveau, entre guillemets. Ouais, exactement. Ok. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Quel type de profil tu as fait? Tu as intégré parce que je me dis qu'il faut quand même une bonne compréhension de la technique au final. Technique, il faut une bonne compréhension de la technique à la fois de l'IoT, de comment ça se passe, etc., des différents flux, parce que ça c'est pas simple. Il faut une bonne connaissance de l'UX, des fondamentaux de l'UX et de l'architecture de l'information, de l'organisation, etc. Donc en fait, tu vas peut-être pas aller sur un focus sur des profils UI, en tout cas avec une sensibilité UI, mais tu vas plutôt être sur des focus sur des profils vraiment avec des grosses compétences du UX pur, quoi. Complètement. Et en plus, on n'est pas assez mature pour se permettre, et l'équipe est pas assez grosse pour se permettre de prendre des profils ultra spécialisés. Donc, je suis plutôt allé chercher des profils assez généralistes. La raison pour laquelle j'ai cherché à avoir un senior, c'est justement pour avoir ce cadre un peu. Donc en fait, je suis allé chercher des prestats et quelqu'un qui était déjà dans notre équipe, qui avait cette connaissance de Schneider, des types de technologies, etc. Et des prestats qui avaient aussi déjà bossé avec Schneider. Et ensuite les juniors, sachant qu'ils sont encadrés. Oui. Là, je suis plus allé chercher des gens qui avaient juste envie d'apprendre, qui avaient cet appétit là, et peut-être cette flexibilité aussi, mais un peu moins strict sur les critères, on va dire. D'accord. Mais en fait, tu vas chercher, des profils qui aiment la complexité technique, qui ont une curiosité technique de comment fonctionne ce type d'outil, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en entretien, je suis très transparent là-dessus. Et je leur dis, écoutez, honnête en fait sur l'environnement qu'ils vont peut-être rejoindre. Je leur dis, on est quand même dans un environnement complexe, ambigu. Et bon, je leur dis pas, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez nous rejoindre? Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Parce que ça pique un peu quand on arrive. Ouais, c'est ça. Après, il y a des avantages et des inconvénients partout, je pense. Mais si on veut vraiment, par exemple, on est intéressé vraiment par le détail de l'interaction, faire du motion design, de micro-interaction, c'est sûr que on peut pas se permettre, même si c'est très important, de passer beaucoup de temps dessus. Ouais, tout à fait, très clair. Bon, super, Antoine, on arrive sur la fin de l'échange. J'ai quelques dernières questions sur les recommandations. Est-ce que toi, tu as des recommandations à nous faire sur un livre UX ou design ou autre pour nos auditrices et auditeurs? Alors, j'en ai deux. Je les ai pris avec moi. Donc, le premier, c'est The Design of Everyday Things, qui est vraiment une référence, mais pour moi, c'est la Bible. Et non pas parce que c'est un livre qui donne pas vraiment des solutions opérationnelles pour mieux faire du design dans son job. Par contre, pour moi, ça donne vraiment la connaissance théorique, quoi, et le modèle mental par rapport à... Faut adopter, ouais. Ouais. Donc pour moi, c'est hyper important de le lire. En plus, c'est assez simple et ça a pas du tout vieilli. Et je rajouterais même quelque chose avec les nouveautés qui sortent en IA, en génération automatique, etc. Les outils changent tout le temps. Peut-être que Figma sera pas l'outil principal. Par contre, les principes d'expérience qui sont énoncés dans ce genre de bouquin ne changeront pas. Donc voilà, important de le lire. C'est bien dit, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et j'en ai un autre aussi très rapidement que j'ai beaucoup apprécié.
C'est un livre qui s'appelle Shape Up, qui a été écrit par l'équipe qui bosse sur Basecamp. C'est un outil de project management américain. Et en fait, c'est une sorte d'alternative à l'agile. Donc c'est vraiment sur l'aspect méthodologique du produit. Et j'en parle pas forcément pour appliquer tout à la lettre, mais parce qu'il y a une partie qui est très intéressante. En fait, il sépare le process en build et en shaping. Et il commence toujours par le shaping, et c'est vraiment la partie où on va loin dans la compréhension du problème et on commence à faire l'ébauche de la solution avant même, en fait, de la construire et d'aller trop loin dans le détail. Donc, j'en parle parce que je pense que pour gagner en seniorité pour les designers, c'est très important de s'améliorer sur cette partie-là du travail. Voilà. Super. C'est beau. Bon, non, franchement, c'est hyper intéressant. Et j'allais te dire, est-ce que justement, dans l'organisation que toi, tu essayes de mettre en place, c'est ça, tu essayes d'avoir des morceaux de celle-ci dans la tienne? Complètement. Ouais. Complètement, j'essaie. Après, je dois négocier avec les product managers, on va dire. Donc c'est un combat de tous les jours parce que c'est eux qui sont aussi qui own ce process, on va dire. Mais non, il y a plein de choses. Donc tu l'as offert à tous tes product managers. Ok. C'est ça. Parce que je leur envoie des PDF régulièrement. Ok, cool. Est-ce que tu as un site, pareil, au sujet du design, que tu peux nous recommander, avec lequel tu fais ta veille, une newsletter, un réseau social, peut-être, que tu suis? Ouais. Il y a un site qui est assez connu aussi, je pense déjà utilisé par pas mal de monde, mais qui s'appelle Mobin, Mobbin. Et je trouve que c'est vraiment une alternative bien meilleure que Dribbble, par exemple. Tout simplement parce que en fait, il y a énormément d'exemples d'applications sur ce site, alors qu'il y a en partie gratuit, mais aussi en partie payant. Mais justement, pour tout ce qui est benchmark et c'est fou, identifier des flows, c'est incroyable. Donc un très très bon point de départ, et en plus, beaucoup mieux que Dribbble. Et en plus, tu peux les intégrer directement dans Figma. Ouais. Donc, et ça, c'est limite, c'est cheaté, quoi. C'est le truc. Ok, trop bien. Ouais, on m'en parle souvent, en effet. Ouais. Trop bien. Très très bel outil. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as un film et un album à nous recommander? Ouais, là j'ai pensé un petit peu aussi, je vais sortir du design et aller du côté de la créativité. Donc il y a Peter Jackson qui est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, qui a travaillé sur un docu sur les Beatles qui s'appelle The Beatles Get Back. En fait, c'est hyper intéressant parce que il a retrouvé les bandes qu'il a complètement réhabilitées. Donc c'est un documentaire qui est très long, de 8 ou 9 heures. Et on suit les Beatles pendant la création de l'album Get Back, justement. Et je trouve que mais on voit vraiment ce qu'il y a derrière le rideau. Et pour tous ceux qui sont des créatifs, dans le monde de la créativité, c'est hyper intéressant de voir, à mon avis, comment ils créent leur musique. Justement, c'est un album qui s'est fait en 2 semaines. Comment ils jonglent, en termes d'idées de l'un à l'autre, mais il y a toujours quelqu'un quand même qui drive un peu l'initiative principale. Il y a des parallèles aussi à faire avec le design qui sont hyper intéressants. Quand on parle, ouais, c'est clair, on sent, on sent bien sûr, on sent ça, ouais. Ok, super. Et donc j'imagine comme album, tu vas. Et donc l'album Get Back. Get Back. Voilà. Ok, bon bah super. On se quitte sur ça. On va aller écouter et regarder ce film. J'avoue, j'en avais jamais entendu parler, mais 8-9 heures, il faut tenir le coup. C'est long, mais c'est des épisodes divisés en 3 épisodes. Ah d'accord. Ah, ok. Ouais. Super. Bon bah parfait. Merci Antoine, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Et puis on a un peu bifurqué sur plein de choses, mais c'était important. Et je te remercie de nous avoir expliqué un peu comment fonctionne une partie de Schneider, d'avoir fait le focus comme ça sur la recherche utilisateur. Je pense qu'il y avait des vrais retours après 3 ans de ponçage de l'outil. Donc c'est super. Merci à toi. Et puis écoute, on continue de se suivre sur les réseaux. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.